Je vais attendre un peu pour que... Là, je peux commencer. Non, non, allez-y, on a commencé, c'est bon. Ah, d'accord. Désolé, D'accord, j'avais je mal. vous en prie. Ah, allez, Là, je commence alors. voilà, allez-y. Bonjour à tous, je me présente, je suis le docteur Larbani, médecin résident en médecine interne. Lors de la précédente présentation, nous avons vu ensemble donc, les syndromes pyramidaux et d'une manière générale les paralysies. L'objet de la présentation d'aujourd'hui, donc, c'est les syndromes extrapyramidaux et les différents mouvements à l'ombre. Donc, on va commencer par un bref rappel neuroanatomique. Donc, il faut savoir donc, que la fonction motrice est régie essentiellement par deux systèmes, donc le système pyramidal et le système extrapyramidal. Donc, le système pyramidal donc, est responsable de la motricité volontaire, c'est ce qu'on appelle la téléocinèse, et le système extrapyramidal donc, est responsable de la motricité involontaire qu'on appelle holocinèse. Donc, l'atteinte du système pyramidal donc, va être responsable des paralysies, donc c'est ce qu'on a vu dans la précédente présentation, et l'atteinte du système extrapyramidal va être responsable des mouvements involontaires, et ça sera l'objet de notre cours, donc c'est le syndrome extrapyramidal et les mouvements involontaires. Alors, donc le syndrome pyramidal, c'est l'ensemble des symptômes et des signes cliniques liés à l'atteinte du système extrapyramidal. Donc, ce dernier, donc le système extrapyramidal, donc c'est un système difficile à définir anatomiquement dans le sens où c'est un système moteur complexe, polysynaptique, qui prend son origine au niveau cortical, donc il fait relais dans les noyaux gris de la base, donc une structure importante, puis descend dans la moelle sans emprunter les pyramides pulbaires. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle extrapyramidal. Il ne passe pas par les pyramides pulbaires. Donc, le système extrapyramidal, donc, il assure donc, le déroulement du mouvement, son automatisation et la régulation du tonus en général, tonus de l'ordre. On va commencer par l'étude, bref, un rappel donc, sur les noyaux gris centraux, qu'on appelle également les ganglions de la base. Donc, ce sont des structures sous-corticales au sein du diencéphale. Donc, ils sont le fondement, c'est-à-dire la base du système extrapyramidal, et constituent une voie en dérivation du système pyramidal. Donc, leur rôle, donc à longtemps, demeure longtemps mal connu. D'ailleurs, actuellement, on a fait beaucoup, on connaît beaucoup mieux ces régions du cerveau, mais c'est-à-dire il y a des recherches qui sont toujours en cours. L'une des premières descriptions des noyaux gris centraux est celle de M. Wilson, donc Kidney Wilson, en 1920, qui disait que le fonctionnement des noyaux gris centraux était en guillemets, donc aussi sombre que le fond de Maca. C'est pour vous dire donc la complexité de ces structures neurologiques. Alors, le système des noyaux gris centraux, il comporte, de point de vue anatomique, plusieurs noyaux. Donc, on a le noyau codé, donc ici, donc c'est ces deux structures, donc c'est toujours bilatéral, c'est-à-dire les deux côtés. Donc, le noyau codé. On a en vert ici, donc c'est le putamen. En violet ici, donc on a le pallidum dans sa partie externe et sa partie interne. Il faut savoir que le putamen et le pallidum vont donner donc le noyau lenticulaire. Ici, en bleu foncé ou bien en noir, donc c'est la substance grise, c'est le locus légère. Juste au-dessus, donc en bleu clair, donc c'est le noyau sous-thalamique. Et au milieu, donc on a cette structure pratiquement en forme de cœur, c'est le thalamus. Du point de vue fonctionnel, on a une autre structure qui est très importante, qu'on appelle le striatum. Le striatum donc, c'est l'association du noyau codé ici et du putamen. On l'appelle striatum, il est dénommé ainsi du fait de l'aspect strié du putamen et du noyau codé, donc reliés entre eux par des ponts de fibres nerveuses. Toujours sur le plan fonctionnel, on associe aux noyaux gris centraux plusieurs noyaux thalamiques, tels que le noyau ventral antérieur et le noyau ventral latéral, ainsi que plusieurs noyaux intralaminaires. Il faut savoir que le thalamus représente la structure de relais des informations issues des noyaux gris centraux, mais ne fait pas partie des noyaux gris centraux proprement parlés. Donc, cette photo, c'est pour, donc, elle montre toujours les noyaux gris centraux, mais sans les couleurs, donc c'est difficile de les distinguer. Donc, elle est surtout intéressante. Je vais vous montrer surtout la substance noire, donc elle est là, et le noyau rouge.
Donc, l'atteinte de ces noyaux donc, ne va pas entraîner une paralysie, mais plutôt des mouvements donc, anormaux. Sur le plan neurophysiologique, donc le système extrapyramidal fonctionne est basé sur un système de boucles. Donc, on a la boucle cortico-striato-thalamo-corticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, ça commence au niveau cortical, au niveau du cortex moteur, prémoteur et de l'aire motrice supplémentaire. Puis, ça descend dans le striatum, ça passe dans le pallidum, dans le thalamus, puis ça revient donc au cortex. C'est ce qu'on appelle la boucle cortico-striato-thalamo-corticale. Donc, le pallidum a été zappé dans cette appellation, mais on va le voir tout de suite pourquoi. Donc, il faut savoir que cette boucle, elle comprend deux voies. Donc, la voie directe et la voie indirecte. La voie directe, elle est excitatrice, et la voie indirecte, elle est inhibitrice. Alors, on commence par la voie directe. La voie directe, elle est illustrée ici par donc, ce circuit en jaune, de couleur jaune. Donc, ça commence par le cortex, donc moteur, prémoteur, aire motrice supplémentaire. Donc, ça descend vers le striatum par un premier neurone. Ce neurone, il est excitateur. Puis, il passe directement dans le pallidum interne en zappant le pallidum externe. Ce neurone est inhibiteur. Puis, le signal donc, continue du pallidum interne vers le thalamus. Ce neurone aussi est inhibiteur. Puis, vers le cortex. Donc, il faut savoir que le pallidum et le thalamus sont considérés comme étant des structures inhibitrices. Donc, on a inhibition de l'inhibition, ce qui veut dire excitation. C'est pour ça que le noyau, ce neurone donc, du thalamus vers le cortex, il va être excitateur. On dit que la sortie elle est positive, ça veut dire que cette voie, la voie directe, elle est excitatrice. Pour ce qui est de la voie indirecte, donc ça commence toujours au niveau cortical, ça descend dans le striatum par un premier neurone excitateur, et là, elle passe dans le pallidum externe qui a été zappé donc, dans la voie directe. Donc ça passe dans le pallidum externe par un premier neurone inhibiteur, puis vers le noyau sous-thalamique par un neurone qui est excitateur cette fois-ci, puis revient vers le pallidum interne, puis ça repart vers le thalamus et enfin vers le cortex. Donc, le neurone donc, qui part du noyau sous-thalamique vers le pallidum est excitateur. Donc, excitation du pallidum et du thalamus qui sont inhibiteurs. Donc, à la fin, on aura un neurone de sortie qui est négatif, donc inhibiteur. C'est pour ça qu'on dit que la voie indirecte, elle est inhibitrice. Bon, il faut savoir qu'à l'état normal, il y a un équilibre entre cette voie directe et cette voie indirecte. Si la voie directe excitatrice l'emporte, on aura plutôt l'apparition de mouvements anormaux excessifs, en particulier dans le cas de lésions du striatum, par exemple les chorées. Si la voie indirecte inhibitrice l'emporte, on aura plutôt une réduction du mouvement, c'est le cas de la kinésie. Je vais parler également de la voie dopaminergique, donc c'est une voie extrêmement importante, c'est une voie extrêmement puissante dans le sens elle renforce la voie directe et inhibe un peu la voie indirecte, c'est-à-dire qu'elle facilite le mouvement. Donc, ces voies dopaminergiques, qu'on appelle également projection dopaminergique, sont l'ensemble des fibres de projection dans le cerveau qui synthétisent et libèrent le fameux neurotransmetteur qui est la dopamine. Donc, ces voies sont impliquées dans de nombreuses fonctions, telles que la fonction exécutive, l'apprentissage, la motivation, le contrôle neuroendocrinien. Il faut savoir que ces neurones, donc la plupart, 80% de ces neurones dopaminergiques, donc on les retrouve dans la voie microstriée. Donc c'est la voie rouge. Donc ça part du locus légère vers le noyau caudé ici et le putamen ici. Donc c'est l'essentiel des voies dopaminergiques, pratiquement 80%. Donc c'est l'atteinte de ces voies microstriées, donc cette voie microstriée qui va donner les syndromes parkinsoniens. Si les neurones sont atteints, donc on aura la maladie de Parkinson. Si c'est les récepteurs, on aura les autres syndromes parkinsoniens. Alors, ces deux petits schémas, donc c'est juste pour rappeler que le système extrapyramidal donc, ne fonctionne pas qu'en boucle. En plus donc, de la boucle et des noyaux centraux, donc on a ces voies descendantes. Donc, effectivement, donc c'est un système complexe et polysynaptique. Donc, ça part du cortex vers le noyau centraux et ça descend dans la pointe pour rejoindre le motoneurone périphérique.
par différentes voies, telles que la voie donc rubrospinale, réticulospinale, vestibulospinale, qui chemine généralement dans le cordon antérolatéral de la moelle. Alors, en résumé, on va dire que le système extrapyramidal donc, est responsable de la motricité donc, automatique, ou bien involontaire. L'atteinte de ce système va donner le syndrome extrapyramidal, donc qui est responsable des mouvements anormaux. Et ces mouvements anormaux sont dominés par les syndromes parkinsoniens, et tout particulièrement la maladie de Parkinson, mais également on a d'autres mouvements anormaux qu'on va voir au fil de cette présentation. Voici le plan donc, de cette présentation. Donc, on va étudier surtout le syndrome parkinsonien, mais également les autres mouvements anormaux. Mais on va commencer d'abord par l'étude des tremblements. Pourquoi? Parce que ce sont les mouvements anormaux les plus fréquents, les tics donc mis à part. On les retrouve dans le syndrome parkinsonien, comme on peut les retrouver en dehors du syndrome parkinsonien, comme mouvement anormal de physiopathologie complexe. Alors, dans le premier chapitre, les tremblements. Donc, c'est le mouvement anormal le plus fréquent. Donc, Dejerine les a définis comme étant des oscillations rythmiques involontaires que décrit tout ou bien une partie du corps autour de sa position d'équilibre. On les classe selon leur fréquence, le nombre d'allers-retours autour du point d'équilibre, donc ce qu'on appelle les Hertz. On les classe également et surtout selon la circonstance d'apparition. Ce petit schéma va nous aider à comprendre donc, les différents types de tremblements. Alors, donc, essentiellement deux types. On a les tremblements qui surviennent sur des muscles au repos et les tremblements qui surviennent sur des muscles actifs. On a le tremblement de repos et le tremblement d'action. Et dans le tremblement d'action, donc on a deux types de tremblements, tremblement de posture et le tremblement intentionnel. Tremblement de posture, donc c'est lors du maintien des postures. Par exemple, donc la manœuvre du bretteur, donc lorsqu'on essaie de poser comme ça donc les deux index, ou bien la manœuvre du serment, bras tendu en avant, les doigts écartés. Le tremblement d'intention se voit lors de l'initiation, la réalisation de mouvements avec intention. Existe-t-il un tremblement physiologique? La réponse est bien sûr oui. Il faut savoir qu'il s'agit que c'est un tremblement d'attitude. Habituellement, donc, il est invisible à l'œil nu. Donc, on peut le rendre visible, on peut le mettre en évidence par la position du serment. Donc, on va le voir tout à l'heure. Donc, c'est la position du bras tendu en avant, les doigts écartés. Ça peut se voir également lors de la fatigue et dans certaines situations, donc des émotions particulières. Ça intéresse surtout la main et les doigts. Et sa fréquence varie avec l'âge. Donc, 6 cycles jusqu'à 10 ans, 10 cycles jusqu'à la puberté, et ça diminue par la suite. Alors, donc, il faut faire attention à ce qu'on appelle le tremblement psychogène. Le tremblement psychogène, donc, c'est comme tous les troubles psychogènes, ce sont des troubles neurologiques non systématisés, ne correspondant à aucune pathologie neurologique. On trouve généralement, et souvent pour ne pas dire tout le temps, des antécédents de somatisation, un terme psychologique particulier. Et parmi ces caractéristiques, c'est le début brutal, la distractibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un tremblement qui disparaît lorsque le malade s'occupe dans une tâche, c'est-à-dire qui demande de la concentration. On a aussi ce qu'on appelle l'entraînement. Ça veut dire si le membre contralatéral réalise une tâche à un rythme particulier, donc le membre qui tremble, la fréquence du tremblement, elle va suivre le membre contralatéral. Il existe des atypies, donc qu'il faut connaître, bon, il faut essayer de s'en rappeler. C'est qu'il peut être présent à la fois au repos et à l'action. On va le voir tout à l'heure, le tremblement de repos, c'est le syndrome parkinsonien. Donc un tremblement de repos, peut-être que parkinsonien. Hein. Dans ce cas, il faut suspecter donc, le tremblement psychogène lorsqu'on parle, s'il est associé à l'action, et lorsqu'il n'y a pas tout systématisé. Donc il peut disparaître spontanément. On peut avoir une alternance de tremblement proximal-distal, et parfois une irrégularité, bien souvent une irrégularité de fréquence et d'amplitude. Donc, si on récapitule, donc on a le tremblement de repos, c'est le tremblement parkinsonien, et on a le tremblement d'action, divisé en deux parties, le tremblement d'attitude, qu'on retrouve dans plusieurs pathologies, et c'est le tremblement essentiel qui est le plus fréquent. On a le tremblement d'intention, c'est le tremblement cérébral. Donc, on va les détailler.
au fur et à mesure. On commence par les tremblements, les deux types de tremblements, d'attitude et d'intention, et on va laisser le tremblement parkinsonien lorsqu'on va entamer le chapitre de syndrome parkinsonien. Alors, tremblement d'attitude. Donc, c'est un tremblement qui apparaît lors du maintien d'une posture, ce qu'on appelle tremblement d'attitude ou bien tremblement postural. Il peut s'agir d'une exagération du tremblement physiologique. Le plus souvent, donc, ça peut être d'origine iatrogène, médicamenteuse. Donc, pensez à la prise médicamenteuse. Donc, on a par exemple des antidépresseurs, l'amiodarone, la théophilie, salbutamol, etc. Il peut s'agir également de situations particulières, donc, telles que l'hyperthyroïdie, qu'on appelle thyrotoxicose, l'éthylisme, l'anxiété et la consommation excessive de caféine. Et ça nous connaît en tant que médecin, c'est notre drogue, une drogue bien sûr ici. Sinon, la plupart du temps, il s'agit du tremblement essentiel, donc c'est le plus fréquent. Donc, on va l'étudier un peu. Donc, le tremblement essentiel, c'est un tremblement d'attitude, bien postural, parfois accompagné d'une composante intentionnelle. Donc, tremblement, il s'agit dans tous les cas, c'est un tremblement d'action. Donc, il est généralement bénin et se voit chez le sujet âgé, donc on l'appelle alors le tremblement sénique. Mais il peut se voir également chez le sujet jeune, et dans ce cas, on retrouve généralement des antécédents familiaux de tremblement dans la famille. Voilà. Son évolution est lente sur plusieurs années, voire des décennies. Donc, on le met en évidence généralement par certaines manœuvres, par exemple donc, la manœuvre du serment, la manœuvre du bretteur. Ça peut concerner également la voix. Par exemple, lorsqu'on demande au malade de tenir une note à voix haute, on peut avoir un tremblement de la voix qui entre dans le cas du tremblement essentiel. Il faut savoir donc, que ce tremblement peut être parfois handicapant, surtout lorsqu'il y a une composante intentionnelle importante. Il est aggravé par les émotions et la caféine, et paradoxalement, il est amélioré par la prise d'alcool. Alors, c'est un tremblement qui est habituellement bilatéral et symétrique, à fréquence 6 à 12 Hz. Il peut être initialement de faible amplitude, rapide, distale et devenir progressivement plus proximal, plus ample et plus lent. Il peut toucher les 4 membres, le chef ou la voix. Le chef, c'est la tête. Voilà. Donc, le chef, c'est la tête. On va le voir à la suite. Voilà. Donc, j'ai mis donc, des vidéos pour illustrer donc, tout ça. Donc, ici, on a le tremblement essentiel. Voilà, donc c'est un sujet jeune. Donc, on voit que ça concerne vraiment les extrémités. C'est un patient, si on l'interroge. Donc, il y aura des antécédents familiaux, probablement de tremblement essentiel. Là, donc c'est pratiquement le même tremblement. Donc, je rappelle seulement que cette position, c'est ça qu'on appelle la manœuvre donc, du serment. Donc, c'est une patiente âgée, probablement qui a une maladie chronique et qui est sous traitement. Donc, ce tremblement, donc c'est un tremblement beaucoup plus iatrogène. Et effectivement, c'est une patiente qui est sous neuroleptique. Le tremblement de la tête, ou bien le tremblement du chef. Donc, il y a deux types, ce qu'on appelle le tremblement d'affirmation, ou bien le tremblement de négation. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle le tremblement essentiel. Voilà. Cette photo, c'est juste pour rappeler donc, la manœuvre du bretteur, donc opposé, donc les deux index. On passe maintenant au tremblement d'intention. Le tremblement d'intention, c'est les tremblements cérébraux. Donc, c'est un tremblement d'action intentionnel qui commence avec le mouvement et s'exagère lors de son exécution. Donc, ce sont des tremblements de grande amplitude, de fréquence lente. On les met, donc il est mis en évidence lors d'actions avec intention, par exemple l'épreuve douanier, l'épreuve des vers. L'épreuve des vers, c'est transvaser par exemple de l'eau d'un vers à un autre. Ça rentre bien sûr dans le cadre d'un syndrome cérébelleux, donc on aura d'autres signes tels que la dysarthrie, l'hypermétrie, la coordination, l'instabilité, la démarche périlleuse, etc. Donc, il est aggravé par les émotions et disparaît au repos. Il peut être associé à un tremblement d'attitude. Donc, voici une vidéo. Alors, voilà, donc il y a une composante d'attitude. Donc, on lui demande de faire l'épreuve douanier, et là, c'est vraiment un tremblement important qui gêne le malade, et vous imaginez que c'est très handicapant. C'est un tremblement d'action. Lorsqu'on s'apprête à faire une action, il y a un tremblement important qui quand même empêche de réaliser donc, son mouvement correctement.
le tremblement de repos. Donc, celui-ci, on va le laisser un peu de côté. On va voir le syndrome parkinsonien. C'est juste le chapitre après, donc le syndrome parkinsonien. Alors, on va commencer. C'est l'ensemble des symptômes et signes cliniques liés à la destruction des cellules du locus niger. Donc on a vu ça tout à l'heure. Donc, c'est l'atteinte de la voie micro-stylique. Donc, les syndromes parkinsoniens sont définis par la présence d'un ralentissement du mouvement qu'on appelle la kinésie, ou bien la bradykinésie, associé à au moins l'un des symptômes suivants, c'est-à-dire le tremblement ou bien la rigidité, ou bien le trouble postural. On va voir tout à l'heure que le trouble postural, c'est beaucoup plus une conséquence des trois premiers signes. D'ailleurs, c'est le trépied parkinsonien, akinésie, tremblement, rigidité. Pour les étiologies, donc, les syndromes parkinsoniens regroupent de nombreuses maladies. Et en premier lieu, donc, on a les pathologies neurodégénératives, dont le chef de file, c'est la maladie de Parkinson. Donc, ils sont de loin dominés par la maladie de Parkinson. Il existe également des syndromes parkinsoniens secondaires, dont l'origine peut être iatrogène, toxique, métabolique, vasculaire, etc. Sur le plan clinique, donc l'interrogatoire et l'examen clinique sont très importants. Très important. C'est le B à bas, c'est la base. Donc, l'interrogatoire, l'inspection, l'examen physique permettent généralement de suspecter, voire même d'affirmer certaines étiologies. Et à l'anamnèse, il faut insister tout particulièrement sur le terrain familial, notamment neurologique, rechercher la notion de maladie neurologique, notamment au syndrome parkinsonien, la maladie de Parkinson, ou bien d'autres anomalies. Rechercher la prise de médicamenteuses, notamment les neuroleptiques, qui sont très pourvoyeurs du syndrome parkinsonien. Et bien sûr, rechercher aussi des antécédents significatifs tels que les traumatismes crâniens, les AVC, les toxiques ou bien la prise de drogue. Les résultats, donc on a les signes moteurs, bien sûr, donc c'est le trépied sémiologique, le trépied parkinsonien, kinésie, rigidité, tremblement. À ces signes moteurs, on peut avoir également, donc on peut avoir des signes non moteurs. Donc, c'est de la dysautonomie, c'est des douleurs, c'est des troubles cognitifs, donc c'est des troubles de la société. Et à côté des signes moteurs et des signes non moteurs, on peut avoir des signes prémoteurs, des signes atypiques. Il faut bien sûr connaître donc, les différents signes donc, négatifs du syndrome parkinsonien. Alors, on commence par le trépied sémiologique, donc le tremblement, la kinésie et la rigidité. Donc, le tremblement parkinsonien, donc on en a parlé un peu tout à l'heure, donc c'est un tremblement de repos. Donc, le tremblement de repos, c'est le tremblement parkinsonien. Donc, ce tremblement de repos signe un dysfonctionnement de la voie dopaminergique micro-striée. Il faut savoir qu'il est pathognomonique, mais non obligatoire. Il est présent dans 70% des cas, donc absent dans 30% des cas. Donc, c'est un tremblement qui disparaît lors du mouvement. Sa fréquence donc, est lente. Donc, il existe des facteurs déclenchants bien aggravants, tels que l'émotion, la concentration, la marche et les calculs mentaux. Donc, je l'ai mis en gras parce que ça fait partie de l'examen clinique. Deux fois devant la notion de tremblement intermittent ou bien de tremblement léger, le fait de pousser le malade à la concentration, il aura une apparition, mais une accentuation du tremblement de repos. Donc, il peut exister une composante d'attitude et d'action. Il est le plus souvent unilatéral ou asymétrique, du moins au début de la maladie. Donc, c'est l'une des caractéristiques également de la maladie. Il prédomine aux mains et parfois observé au moment inférieur, les lèvres et la mâchoire. Alors, le vieux qui pédale en roulant son cigare. Bon, c'est une photo caricaturale, donc pour décrire un peu donc, les syndromes parkinsoniens. Donc, il faut savoir qu'au membre supérieur, donc, ça réalise surtout donc, ce qu'on appelle rouler une cigarette, émietter du pain, compter la monnaie. Donc, ce sont des mouvements de flexion, extension des doigts, adduction, abduction du pouce, voire même flexion donc, du poignet. Au membre inférieur, c'est essentiellement flexion, extension du pied. On dirait que le malade pédale. Et on peut voir également, donc, ça peut atteindre la tête, mais seulement et uniquement le menton. Si ça atteint une partie supérieure de la tête, donc ce n'est pas un tremblement parkinsonien, il faut chercher bien sûr un tremblement de tête. Voilà. Alors, le tremblement parkinsonien. Donc voici cette vidéo, donc j'ai laissé le son pour vous montrer que la calcul mentale est très importante. J'ai compris à
Remarquez qu'il n'y a pas de tremblement au début. Et là, ça apparaît. Commence à compter. Regardez sa main gauche. 97,3. Et là, ça bouge. C'est vraiment le tremblement qui peut révéler et bien accentué par le calcul mental. D'ailleurs, donc, c'est pour ça que si quelqu'un, donc si un malade, un patient vous rapporte un notion de tremblement intermittent, n'hésitez pas à faire cet examen donc, qui est simple quand même, donc de calcul mental, et voir si ça ressort, si ça apparaît, si ça réapparaît, donc c'est très important. C'est, on va dire, le premier signe de la maladie. C'est bien de faire le diagnostic précocement. Alors, le tremblement, bon, il peut être également très important. Donc, chez cette patiente, donc on a un membre supérieur, donc mouvement d'émiettement du bras. Un membre inférieur aussi. Lorsqu'elle se lève, donc ça aboulit. Donc, c'est un tremblement de repos, donc aboli par l'action. C'est vraiment gênant. Ça peut être très, très gênant. Et voici le tremblement du menton. Donc, on a dit que seul le menton est touché dans le tremblement parkinsonien. C'est-à-dire la partie de la tête touchée dans le tremblement, c'est uniquement le menton. Voilà, donc voici, ça ressemble à peu près à ça, mais ce n'est pas obligatoire, hein, donc on peut ne pas avoir de tremblement, ce qui est le cas de 30% de. Donc après le tremblement parkinsonien, le deuxième signe donc, du trépied parkinsonien, c'est la rigidité, c'est l'hypertonie extrapyramidale. Donc elle est plastique et élective. Donc plastique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire lorsqu'on déplace donc, les divers segments de membre, donc ils gardent plus ou moins longtemps la nouvelle position. À manœuvre de frottement, on va en parler tout à l'heure. Donc, deux formes sont possibles, le tuyau plan et la roue dentée. Le tuyau de plan, ça veut dire que la résistance à la mobilisation passive elle est uniforme, sans à-coups. Et la roue dentée, donc c'est le contraire. Donc, c'est une résistance qui cède par à-coups. C'est-à-dire qu'il y a une alternance de renforcement et de relâchement. Donc, c'est la roue dentée. Donc, l'hypertonie extrapyramidale élective, ça veut dire dans le sens où elle prédomine sur les fléchisseurs. On va le voir tout à l'heure. Donc, ça va donner une attitude générale en flexion du patient parkinsonien. Donc, la rigidité peut être douloureuse, effectivement. Elle peut aussi entraîner des déformations de la main ou du tronc, parfois compliées, ce qu'on appelle donc la frontochronie. Elle ne s'accompagne pas de déficit de la force musculaire ni de troubles des réflexes. Alors, donc la manœuvre de frottement. Donc là, donc, le médecin est en train de tester donc, le tonus. Voilà, donc le coude et la main. La manœuvre de frottement consiste donc à demander au patient, pendant qu'on teste la mobilité du poignet, donc de faire un mouvement volontaire au niveau du membre contralatéral. Ça peut être une abduction vers la ça peut être une musculation du poignet. Voilà, donc. Et là, c'est le phénomène de la roue dentée. Donc la manœuvre de frottement est très particulièrement intéressante. Dans ce cas, d'ailleurs, on l'appelle la médecine, c'est le signe du poignet figé de frottement. C'est vraiment des actes importants. Troisième élément du trépied donc, parkinsonien, c'est la kinésie. Bon, la kinésie, ça peut être aussi une bradykinésie ou une hypokinésie. Donc, ça réalise une économie de gestes spontanés volontaires. Les mouvements sont rares, longs, parfois impossibles. Et bien sûr, donc, selon l'importance du ralentissement du mouvement, ça peut être une brady, la kinésie ou une hypokinésie. Donc, elle est bien sûr accentuée par l'émotion, la fatigue, mais également par un obstacle visuel. Et il faut savoir le dépister, le rechercher, le mettre en évidence, donc c'est utilisé à l'examen clinique, notamment par les mouvements alternatifs rapides ou bien les efforts de répétition, on va le voir. Alors, au membre supérieur, donc on aura une perte du ballon des bras lors de la marche. Donc on aura une micrographie. C'est quoi la micrographie? Donc c'est l'amenuisement de la taille des lettres en fin de ligne, c'est-à-dire le malade en demande du malade d'écrire, donc la taille de la première lettre et de la dernière lettre, ben, ça va pas être la même chose. Tendance à la micrographie. On aura également un ralentissement des gestes alternatifs rapides, tels que le tapping et les marionnettes, l'épreuve des marionnettes, on va le voir tout à l'heure. Au membre inférieur, donc, on aura la marche à petits pas. Qu'est-ce qu'on appelle donc la marche à petits pas? C'est lorsque la longueur du pied est plus petite que la longueur du pas, pardon, plus petite que la longueur du pied. On aura également donc, le freezing. C'est quoi le freezing? C'est le piétinement donc, au démarrage. C'est la difficulté à démarrer donc, la marche. On aura également un ralentissement des gestes alternatifs rapides, ce qu'on appelle le battement de la mesure du pied. On va le voir également tout à l'heure.
Et à l'extrémité de la bande encéphalique, on aura une amélie, ou bien une hypomélie. C'est un visage qui est figé, inexpressif. Donc, il n'exprime rien. Le clignement des paupières est rare. Donc, à l'état normal, c'est environ 10 à 15 clignements de paupières par minute. Là, chez le parkinsonien, c'est vraiment très rare. L'exploration visuelle est le plus souvent limitée au mouvement oculaire sans déplacement céphalique. C'est-à-dire qu'il aura tendance à bouger beaucoup plus ses yeux que sa tête pour localiser des objets, des personnes. On aura également donc une dysarthrie. Voilà, donc la dysarthrie, donc c'est beaucoup plus une voix monocorde, monotone, avec une économie de parole, parfois avec ce double également. Attention à la cathysie. Bon, donc c'est quoi la cathysie? C'est généralement donc, des mouvements brusques, paradoxaux. Le patient aura tendance à se hâter, donc paradoxalement. Donc, la kinésie, c'est un ralentissement, une réduction du mouvement, alors que là, donc, le patient va avoir une tendance à se hâter, et parfois, et ça qu'on a souvent de chute. Voilà, ce qu'on appelle la cathysie. Alors, donc, ça, c'est deux vidéos pour vous montrer l'examen, la recherche de cette paralykinésie et de cette akinésie. Au membre inférieur, donc, c'est le battement de la mesure du pied. Voilà, donc, tel que c'est montré dans la vidéo. L'examen, bien sûr, doit être bilatéral et symétrique. Donc, mettez à gauche. Voilà, la difficulté à reproduire le mouvement. Ce n'est pas une paralysie, c'est une akinésie. Voilà, donc la deuxième façon de faire ce mouvement alternatif rapide au membre inférieur, c'est soulever le pied. Voilà, comme ça. Toujours le faire des deux côtés. Au membre supérieur, on en a parlé tout à l'heure, c'est le trapping et l'épreuve de marionnette. Le trapping, donc, c'est l'opposition du pouce avec l'index. Voilà, donc rapide, les mouvements répétés. Et l'épreuve des marionnettes, c'est la prononciation. Il faut faire au moins des répétitions. Et il faut rechercher, qu'est-ce qu'on recherche? C'est quoi le but? C'est rechercher un ralentissement. Il y a une diminution de l'amplitude du mouvement. Alors, donc la micrographie, donc c'est ça, donc on demande au patient d'écrire des phrases. Par exemple, je sais qu'on va bientôt se rapprocher, donc on va demander au malade d'écrire « Je suis hospitalisé » plusieurs fois. Donc, vous allez voir quand même cette tendance à la micrographie. Déjà sur une même phrase, une même ligne, donc le premier, le jeu, alors on va faire à la fin le hospitalisé et c'est pas la même chose. Et entre le premier jeu et le dernier jeu de la troisième ligne, là c'est plus petit. Voilà ce qu'on appelle en tendance à la micrographie. La kinésie, elle peut être très importante, handicapante, pratiquement une impossibilité à la marche. C'est pas une paralysie, c'est-à-dire que le patient peut faire les mouvements, mais avec vraiment un ralentissement important. Voilà, donc c'est vraiment très difficile pour le patient de se mobiliser. Donc on a vu le trépied, donc tremblement, rigidité, akinésie. On peut avoir également des signes moteurs, donc par exemple des signes accompagnateurs. Bon, ce n'est pas d'un grand intérêt, mais c'est toujours en plus. Par exemple, le réflexe nasopalpébral, il faut savoir qu'il est exagéré et inépuisable. Donc chez les parkinsoniens, c'est quoi le réflexe nasopalpébral? Donc c'est la fermeture des paupières lorsqu'on percute la racine du nez. Chez un sujet normal, donc au début on aura une fermeture des paupières, mais au bout de 3, 4, 5 percussions, il n'y a plus cette fermeture des paupières, alors que chez les parkinsoniens, ça persiste et c'est exagéré. On peut avoir également une réaction de raccourcissement qui peut être exagérée. Donc, les signes négatifs dans le syndrome parkinsonien, c'est qu'il n'y a pas de signes pyramidaux, sauf s'il y a une atteinte de souffle, mais généralement, les réflexes sont non vifs, il n'y a pas de Babinski et il n'y a pas d'anéclose. On passe maintenant aux différents syndromes parkinsoniens. On va voir essentiellement donc, la maladie de Parkinson et la maladie de Wilson. On va bien sûr parler des autres syndromes Parkinson. On commence par la maladie de Parkinson. Donc, la maladie de Parkinson a été décrite par le monsieur James Parkinson, qui est né à Londres. Donc, il est en 1755 et décédé en 1824. Il est non seulement médecin, mais également géologue, paléontologue et militant politique britannique. Donc, c'est pour vous dire que la polyvalence de ce monsieur, c'est grand monsieur. En tant que médecin, donc, il faut savoir qu'il a marqué l'histoire de la neurologie pour avoir décrit, donc avec précision, en 1817,
une infection jusqu'alors méconnue dans un essai donc, voilà, que voici donc, sur la photo à droite. Donc, c'est le premier essai donc, sur la maladie de Parkinson. Cette maladie que Parkinson appelait initialement une paralysie agitante, paralysis agitans, sera plus tard renommée en son honneur, donc maladie de Parkinson, par son collègue, M. Charcot. Voilà, donc c'est l'historique un peu de la maladie. Donc, il faut savoir que c'est une pathologie qui est relativement fréquente, avec une prévalence d'environ 2,5 cas pour 1000 habitants. Il faut savoir que la fréquence de la maladie, donc, elle a doublé ces dernières 25 années, ces dernières 25 ans en France. La prévalence et l'incidence augmentent progressivement avec l'âge. Il y a une légère prédominance masculine, donc avec un sexe ratio d'environ 1,5. Elle est fréquente chez les sujets âgés, débute généralement donc, dans la 6e décennie, mais elle peut survenir à tout âge. Bon, elle est en tout cas rare chez les sujets jeunes, avec moins de 10% de cas avant 40 ans. Il faut savoir que c'est la première cause de syndrome parkinsonien, et c'est la deuxième cause de handicap moteur chez les sujets âgés, après donc les causes vasculaires, donc les AVC. Alors, donc sur le plan physiopathologique, donc il faut savoir que c'est une pathologie neurodégénérative en rapport avec une perte progressive, destruction progressive des neurones dopaminergiques de la voie nigrostriatale ou bien nigrostriée. Il faut savoir que les signes moteurs apparaissent lorsqu'on a une perte d'environ 60 à 70% des cas. Des fois, ce processus neurodégénératif dépasse la voie nigrostriée. C'est pour ça qu'on peut avoir d'autres signes, notamment des signes non-moteurs, bien des signes accompagnateurs. L'éthiopathogénie, bon, elle est mieux comprise, mais elle reste mal élucidée. En tout cas, plusieurs facteurs génétiques et environnementaux donc, ont été identifiés. Alors, sur le plan clinique, donc, on aura des signes moteurs représentés par le trépied parkinsonien, tremblement et les rigidités. On aura des signes non moteurs et des signes prémoteurs. Donc, les signes non moteurs, donc on les a détaillés tout à l'heure, tremblement, akinésie, rigidité, qui va être responsable d'une attitude générale en flexion du patient Parkinson. Alors, donc c'est la patiente de tout à l'heure. Regardez le tremblement de la main. Regardez ce qu'on appelle le freezing. Elle va essayer de marcher, donc il y aura une difficulté au démarrage, vraiment une difficulté. La marche à petits pas, donc la longueur du pas, donc elle est plus petite que la longueur du pied. Une instabilité. Voilà, donc c'est vraiment une marche difficile. Donc sur la vidéo de droite, donc voilà, donc là c'est plus clair, c'est plus évident, c'est l'attitude générale en flexion. Donc la tête et le tronc donc inclinés en avant, les membres supérieurs en abduction semi-fléchis, les genoux également donc voilà, donc fléchis. Donc si on enlève le floutage, on aura quand même le visage qui est figé. Donc la caractéristique du syndrome parkinsonien, à mon avis, Parkinson. Il faut savoir que cette attitude générale donc en flexion, le patient va la garder même au décubitus, donc réaliser ce qu'on appelle le signe de l'oreiller. C'est-à-dire que la tête du malade privée de son support, elle va retomber sur le pendule, mais vraiment lentement. Donc c'est le signe de l'oreiller. Alors, les signes non moteurs, c'est essentiellement des phénomènes sensitifs douloureux, des troubles psychiques et la dysautonomie. Donc, il s'agit donc de paresthésie, une sensation de tremblement intérieur, de crampes, du syndrome des jambes sans repos et des douleurs. Donc, il faut savoir que ces phénomènes douloureux peuvent être responsables d'une présentation pseudo-rhumatoïde, c'est-à-dire au début, surtout lorsqu'on n'a pas le tremblement, et seulement ces douleurs, c'est-à-dire ça peut fausser le diagnostic de nous envoyer sur une fausse piste, alors que c'est des douleurs en rapport avec la maladie de Parkinson. Les troubles psychiques, donc essentiellement l'anxiété, de la dépression, de l'apathie, mais également des troubles musiques, parfois des troubles de la fonction exécutives, l'autonomie, très important, on va rechercher ceci, donc l'hypercyanurie, l'hypersudation, l'hypercalcule, c'est une trop grasse, donc parfois constipation, hypotension, troubles vésicosfactaires. Alors, les signes prémoteurs. Donc, on a dit qu'il y avait donc des signes moteurs qui apparaissent lorsque 60 à 70% des neurones de la voie dopaminergique nigrostriée sont détruits. À côté des signes moteurs, on peut avoir donc des signes prémoteurs. Ceux-ci peuvent survenir parfois plusieurs années avant les troubles motrices, sont annonciateurs de la maladie, mais ce n'est pas évident, c'est-à-dire de les mettre sur le dos de la maladie de Parkinson sur place. C'est une rétrospective, on va dire.
Il s'agit essentiellement de l'hyposmie et des troubles du sommeil, ce qu'on appelle les troubles comportementaux, donc sommeil paradoxal idiopathique. Le diagnostic de la maladie de Parkinson, il est clinique. Le diagnostic est clinique. Le recours aux examens complémentaires sont généralement réservés aux formes atypiques ou bien chez le sujet jeune. Qu'est-ce qui nous oriente vers le diagnostic de la maladie de Parkinson? C'est bien sûr donc, le triplé parkinsonien, l'évolution et l'aggravation progressive, l'asymétrie et l'unilatéralité, surtout au début, la normalité du reste de l'examen neurologique et l'absence d'autres causes qui pourraient expliquer ce problème, notamment les causes médicamenteuses qu'il est indispensable donc, de rechercher. La stadification de la maladie de Parkinson, donc elle peut se faire soit selon donc, le mode évolutif ou bien selon l'intensité des signes. À gauche, donc c'est selon donc, le mode donc, évolutif. Donc le premier stade, le stade 0, donc c'est le stade prodromal, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est l'hyposmie et les troubles du sommeil. Le premier stade, le stade 1, c'est le début de la maladie, donc c'est le trait qui était ça, stade progressivement. Le stade 2, ce qu'on appelle la ligne de miel, des fois on donne un traitement si ça améliore vraiment d'une façon spectaculaire, avec une nette amélioration des symptômes. Le stade 3, c'est l'échappement thérapeutique, donc on aura des fluctuations motrices, des dyskinésies, on va le voir tout à l'heure, donc des effets secondaires, on va dire. Le stade 4, c'est le stade tardif, donc on aura quand même des symptômes importants, parfois de la démence, c'est souvent des chutes avec parfois des fractures. Donc à droite, donc c'est la classification selon l'intensité des symptômes. Donc stade 1, donc c'est des signes légers, sans retentissement sur la vie quotidienne, les gens sont généralement unilatéraux. Donc le stade 2, c'est toujours des signes qui sont souvent unilatéraux, traînant une gêne unique. Le stade 3, généralement ça se bilatéralise peut entraîner un handicap mais mineur. Le stade 4, c'est un handicap plus sévère avec une autonomie limitée. Le stade 5, c'est vraiment la perte d'autonomie avec la marche impossible. Voilà, donc des difficultés, vraiment des difficultés importantes liées à la maladie. Donc le traitement, donc on va en parler rapidement. Donc c'est essentiellement donc, la L-Dopa, donc c'est un précurseur de la dopamine, traitement le plus efficace, donc le mieux toléré. Actuellement, donc, on a de plus en plus de molécules donc, qui sont mieux tolérées et plus efficaces. Il s'agit également d'un agoniste dopaminergique, donc la libération prolongée qui agissent directement sur les récepteurs dopaminergiques. On a les IMAO-P, donc qui ont une action dopaminergique modérée par inhibition du métabolisme de la dopamine. Et bien sûr, on a d'autres traitements, tels que la chirurgie, la neurostimulation, donc c'est quand même des voies de traitement donc, très intéressantes. Lorsqu'on parle de la maladie de Parkinson, on parle automatiquement de l'échappement thérapeutique, des effets secondaires du traitement. En effet, au bout d'un certain temps, l'efficacité du traitement va décroître et les symptômes moteurs vont réapparaître. Il faut savoir que ça peut se produire, et ça se produit souvent sur une même journée. Et on aura ce qu'on appelle l'effet on-off sur une même journée. Donc, on peut avoir une phase off, ça veut dire que le traitement n'est plus efficace, le malade est bloqué, c'est-à-dire la kinésie. La phase on, dans ce cas, le traitement est efficace, donc les symptômes sont atténués, donc les malades peuvent se mouvoir plus ou moins correctement. Et on a aussi la phase sur on, dyskinétique. Dans ce cas, donc le traitement est très très efficace, ça dépasse donc l'effet souhaité, la concentration de dopamine au niveau central donc, est trop élevée, entraînant une activation donc, motrice importante, responsable de mouvements anormaux excessifs, ce qu'on appelle les dyskinésies. On va les détailler par la suite. Voilà, donc voilà pour globalement pour la maladie de Parkinson. C'est la première cause du syndrome parkinsonien, c'est la première cause du syndrome d'un mouvement anormal en général, on a dit. Après la maladie de Parkinson, c'est la maladie de Wilson. Donc, elle a été décrite par Samuel Alexandre Quinier, donc Wilson. C'est lui qui a essayé de décrire également le noyau de la base. C'est un neurologue britannique né aux États-Unis en 1868, décédé en 1934. Il faut savoir donc, c'est ses recherches sur ce qu'on appelle la dégénérescence hépatolongiculaire, donc il a valu le nom de l'ALGUCM. L'ALGUCM, il y a une dégénérescence hépatolongiculaire. Alors, c'est une maladie de surcharge héréditaire rare, de transmission autosomique récessive,
Donc, c'est une maladie rare avec une prévalence de 1 à 2,5 cas pour 100 000 habitants. Donc, c'est une pathologie et une perturbation du métabolisme donc, du cuivre, donc en rapport avec une mutation du gène donc ATP-BC sur le chromosome 13 qui va entraîner donc, un déficit de transport intrahépatique du cuivre, donc une accumulation du cuivre au niveau hépatique. Une fois que les capacités de stockage au niveau des voies sont dépassées, le cuivre va s'accumuler au niveau d'autres structures, d'autres organes, avec prédilection donc, pour les noyaux gris centraux. Donc, c'est ce qui va être donc, responsable du syndrome parkinsonien et des dystonies. Voilà, donc on va voir tout à l'heure c'est quoi les dystonies. Donc, le diagnostic, on a des signes cliniques cardinaux. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'atteinte hépatique. Ça peut être de l'hépatomégalie ou bien une hépatique aiguë ou bien un stade chronique de la cirrhose. On a le syndrome parkinsonien. Il est plutôt symétrique avec des phénomènes dystoniques, notamment au niveau du visage, avec un aspect particulier, ce qu'on appelle le sourire sardonique. On peut avoir également des troubles psychiatriques ou cognitifs, et comme on peut avoir également l'atteinte de plusieurs organes, et entre, par exemple, une hémolyse, une atteinte rénale, articulaire ou bien cardiaque. Le diagnostic, donc, il est suspecté cliniquement, mais on a généralement recours à des examens complémentaires, tels que l'IRM cérébral, qui montre généralement un hypersignal des noyautés centraux avec des fois ce qu'on appelle le signe, un signe du panda. La lampe passante va retrouver ce qu'on appelle l'anneau de Kayser-Fleischer. C'est quoi l'anneau de Kayser-Fleischer? C'est un dépôt de cuivre à la périphérie de la cornée, c'est-à-dire au contact de la sclérotique. Le diagnostic est généralement également fait au bilan cuprique et également sur le bilan génétique. En haut à droite, donc, c'est ce qu'on appelle donc, le sourire donc, sardonique, donc avec cette posture, donc ça n'a pas de posture, et des dystonies. En bas, donc, c'est l'anneau de Kayser-Fleischer. Vous noterez quand même que cette patiente, donc, elle a les yeux bleus, mais comme périphérie, donc il y a quand même un anneau de couleur sombre. Donc, c'est l'anneau de Kayser-Fleischer. Et à gauche, on a l'hypersignal, ici, donc des noyautés centraux, donc il ressemble quand même au pendant, ce qu'on appelle le signe du pendant. Bon, on va parler rapidement du traitement. Donc, c'est essentiellement la dépénicillamine. Bon, il y a d'autres molécules. Le principe, c'est chélateur. Chélateur, donc pour mobilisation des dépôts de cuivre dans la phase aiguë. On peut, il s'agit également de réduction de la pression intestinale. Des fois, donc, on est obligé de recourir à la transplantation hépatique lorsque donc, le foie est totalement détruit dans la cirrhose. Les autres syndromes parkinsoniens, donc la maladie de Parkinson, le syndrome de la maladie de Wilson, donc il faut savoir qu'il existe d'autres syndromes parkinsoniens, bien sûr. Donc on a par exemple l'hypertrophie, neuroleptique, toxique, par exemple le manganèse, le CO, donc l'intoxication de l'oxyde de carbone, une maladie métabolique telle que l'hypoparathyrémie, bien de surcharge, comme à la maladie du Gaucher. Donc infectieuse, post-politique, vasculaire, donc les AVC, les lacunes, des tumeurs, parfois post-traumatique, ce qu'on appelle donc, la démence pugilistique, je vais vous en parler un peu tout à l'heure. Donc, il peut s'agir aussi de l'hydrocéphalie à pression normale, comme il peut s'agir également de causes inflammatoires, d'affections dégénératives, ce qu'on appelle les syndromes parkinsoniens atypiques. On va les voir juste après. Donc, on va prendre quelques exemples rapidement. Par exemple, le syndrome parkinsonien iatrogène. Donc, il faut savoir que de nombreux traitements peuvent être responsables, et environ 10% des syndromes parkinsoniens sont iatrogènes. Le tableau donc montre quelques médicaments. Il faut savoir que ce n'est pas une liste exclusive, c'est essentiellement donc, les neuroleptiques, mais également les antagonistes des récepteurs dopaminergiques qui sont à rechercher systématiquement. Ce syndrome donc parkinsonien iatrogène est généralement symétrique. Il peut s'accompagner de tremblements posturaux ou de tension, souvent associé à des dyskinésies bucco-lingofasciales, on va le voir tout à l'heure. Il n'arrive pas, donc avec des BI, elle est généralement inefficace ou un peu efficace. Et le traitement, c'est quoi? C'est soit l'arrêt, soit la substitution de médicaments en cause, quand cela est possible, bien sûr. Un autre exemple, donc le syndrome parkinsonien vasculaire. Donc, il faut savoir que ce sont des syndromes difficiles à identifier. Donc, il n'y a pas de marqueurs ou bien de critères spécifiques. En tout cas, il existe souvent des facteurs de risque cardiovasculaire et des antécédents d'AVC. Le diagnostic est suspecté sur un syndrome, sur le fait que le syndrome parkinsonien prédomine au moment antérieur avec des troubles de la marche et de l'équilibre.
contrastant donc, avec une mobilité plus ou moins normale au membre supérieur. Donc, l'IRM cérébrale peut montrer des séquelles d'AVC, de l'échopathie ou bien de la couche, surtout au niveau du noyau, gris centraux, et vous le devinerez également, donc la FEPA peu efficace, voire inefficace. Un autre exemple, donc les syndromes parkinsoniens atypiques. Donc, il faut savoir que ce sont des affections dégénératives. Donc, il y a plusieurs types de syndromes parkinsoniens atypiques. Donc, il faut savoir, contrairement à la maladie de Parkinson, les signes moteurs de ces syndromes répondent peu ou pas au traitement dopaminergique, c'est-à-dire à la LDOPA, et la progression des signes est plus rapide et la durée de survie est diminuée par rapport à la maladie de Parkinson. Donc, on va voir quelques exemples rapidement. Par exemple, l'atrophie multisystématisée, donc ça associé à un syndrome parkinsonien plutôt asymétrique et un syndrome cérébelleux avec des autonomies et irritation pyramidale. La paralysie supranucléaire progressive, donc c'est un syndrome parkinsonien plutôt axial symétrique associé à des paralysies, donc des mouvements oculaires de la verticalité et de troubles d'équilibre. Il peut s'agir également de dégénérescence cortico-basale, dans ce cas le syndrome parkinsonien plutôt asymétrique associé à des myoclonies et des dystomies. La démence à corps de Lewy, donc c'est un syndrome parkinsonien également donc plutôt asymétrique associé à des troubles cognitifs et parfois des démences précoces et d'autres signes bien sûr. Les autres causes de syndrome parkinsonien, donc on en a pas parlé tout à l'heure, donc ça peut être toxique, intoxication, ça peut être infectieux, surcharge cochée, tumeur, hydrocéphalie de pression normale. Ça peut être également post-traumatique, la démence pugilistique. Donc c'est quoi la démence pugilistique? C'est une altération des fonctions intellectuelles, fonction amnésique, de la concentration et de la personnalité consécutive, donc à des traumatismes crâniens parkinsoniens. Donc, le premier chapitre, c'était le tremblement. Le deuxième chapitre, c'était les syndromes donc, parkinsoniens. Et là, on passe au troisième chapitre, ce sont les autres mouvements anormaux. Donc, c'est quoi? Donc, on va essayer de définir donc, les mouvements anormaux. Donc, la définition. Donc, les mouvements anormaux correspondent à un trouble de la programmation ou bien de l'exécution du mouvement. Donc, ils peuvent être, sont généralement causés donc, par un dysfonctionnement, une lésion, une pathologie dégénérative des noyaux gris centraux. Ils peuvent être rythmiques ou non rythmiques, hypotonie, survenant sur un fond d'hypotonie, bien sûr un fond d'hypertonie. Donc, ces deux caractéristiques, c'est-à-dire, peuvent faire la base donc, de certaines classifications. On peut classer rythmique ou non, avec hypotonie. Deux caractéristiques à connaître, sont peu ou pas contrôlées par la volonté, et surviennent en l'absence de paralysie, sauf si on a une atteinte associée du syndrome du système pyramidal. Le diagnostic donc, positif et clinique, donc l'interrogatoire examen. L'inspection est très importante. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, la plupart des différences, c'est à l'inspection. On remarque le mouvement anormal et on remarque ses caractéristiques. Alors, donc les différents types de mouvements anormaux. Donc, on va étudier donc, la tétose, les dystonies, le mouvement choréobalique, les myoclonies, dyskinésie, les tics, les tremblements. Les tremblements, on les a fait. Donc, c'est bon, on va pas en reparler. On va commencer donc par la tétose. Définition. La tétose donc, se réalise un mouvement lent, arythmique, ondulatoire, serpentiforme. Donc, généralement, c'est des mouvements de flexion, extension, abduction, avec des amplitudes donc, extrêmes. Donc, ça intéresse préférentiellement donc, les extrémités et se développe sur un fond d'hypertonie. Donc, cette athétose est aggravée par la fatigue et les émotions, elle est atténuée par le repos et disparaît pendant le sommeil. L'une des principales étiologies, c'est la souffrance néonatale. Donc, c'est des séquelles de souffrance néonatale la plupart du temps. Alors, en membre supérieur, donc ça intéresse essentiellement donc, les mains, les doigts. On aura ce qu'on appelle un mouvement tentaculaire, serpentiforme, un mouvement de reptation. C'est quoi? Donc, c'est des mouvements répétés de flexion-extension des doigts, d'abduction, abduction du pouce, voilà, donc de flexion-extension du poignet. En membre inférieur, c'est surtout une hyperextension spontanée des orteils. Ça peut simuler un signe de Babinski. Et à la face, ça concerne surtout la région buccale, donc la liaison des grimaces lentes. Alors,
Donc, en membre supérieur, ça donne cet aspect, donc c'est assez impressionnant. Avec cette flexion, il y aura une hyperflexion de certaines articulations, contrastant avec une hyperextension d'autres articulations. Donc, on va le revoir. Par exemple, ici, c'est l'hyperflexion du poignet, l'hyperextension des doigts. Donc, c'est très impressionnant. Donc, je pense qu'on a tous croisé des patients, des personnes avec ce genre de symptômes. Là, c'est la plus. Donc, en membre inférieur, donc, chez ce patient, bon, en membre supérieur, le mouvement tentaculaire serpentiforme. En membre inférieur, on a dit que c'est beaucoup plus une hyperextension aux orteils. Donc une même la baisse. Deuxième mouvement anormal après donc la tétose, donc c'est la dystonie. C'est quoi la dystonie? Donc, c'est des contractions donc, musculaires involontaires, parasites, prolongées, et soit ces contractions vont fixer un segment, un membre, les quatre membres, ou bien l'axe corporel dans des attitudes extrêmes, ou bien elles peuvent entraîner des mouvements répétitifs. Donc, c'est aggravé par les mouvements, également l'émotion. Ça disparaît lors du repos et pendant le sommeil. Donc, la classification des dystonies, donc, on peut la classer selon plusieurs critères. Donc, on peut avoir les dystonies de posture, les dystonies d'action, les dystonies focales intéressant certains muscles, donc avec la fameuse hémidystonie, donc c'est un aspect particulier des dystonies locales, quand même peut être diffuse, donc généralisée. Les formes cliniques qu'on peut avoir, donc on a la dystonie d'attitude, donc ça atteint beaucoup plus les muscles statiques du tronc. Donc, ça réalise surtout des influences visibles donc, lors de la station de devenir large, et surtout une hyperlordose. Pardon. Il y a une inflexion latérale, il y a une rotation. On a aussi la distension de fonction, donc c'est quoi? Donc ça ressemble à des crampes fonctionnelles qui surviennent lors d'un geste. Il y a des fonctions particulières. Donc on a essentiellement la crampe du musicien, la crampe de l'écrivain. Donc, c'est quoi cette crampe de l'écrivain, par exemple? Donc, c'est les doigts qui se crispent sur le stylo. Donc, c'est les muscles de la main qui sont contractés. Donc, ça empêche, donc ça bloque. Le malade, le patient, l'écrivain ne peut plus écrire. On a également le torticolis spasmodique. Donc, c'est la forme la plus commune de distension, de dystonie. Donc, il s'agit généralement de contractions d'environ 20 à 40 secondes, mais ça peut être plus long. Localisé au muscle de du cou, donc ça va entraîner une déviation posturale de la tête, donc plus souvent un type de rotation avec saillie du sternocléidomastoïdien contralatéral. On peut inhiber donc, cette dystonie, ce torticolis spasmodique par un geste correcteur. Ça peut être par exemple le simple contact du doigt sur le menton ou sur la joue. On a également des dystonies faciales, telles que le blépharospasme, qu'on appelle également le spasme médian de la face. C'est quoi donc ce blépharospasme? Donc c'est la fermeture donc, de l'œil, c'est le mouvement, ça atteint les muscles orbiculaires. Donc ça donne des occlusions anormales, répétitives, plus ou moins prolongées dans le moment des paupières. Il peut s'agir de crises oculogiques, donc c'est des accès de déviation conjugués des globes oculaires, donc le plus souvent vers le haut. Il peut s'agir de crises de protraction de la langue, c'est-à-dire on envoie la langue en avant puis en arrière, donc c'est le mouvement répété. On a également donc, le syndrome de Meige. C'est quoi le syndrome de Meige? C'est le blépharospasme associé à une dystonie oromandibulaire. Il peut s'agir également d'hémispasme facial. L'hémispasme facial, c'est quoi? C'est généralement la conséquence d'une paralysie faciale. Des fois, le malade, il a une paralysie faciale, il récupère totalement donc, de cette paralysie, mais il reste l'hémispasme facial, on va le voir tout à l'heure sur une vidéo. Alors, donc c'est ça le torticolis spasmodique. Donc, on va regarder donc, la patiente, donc rotation de la tête à droite, donc la tête à droite, avec servi du sternocléidomastoïdien gauche. Donc, chez ce monsieur, c'est exactement la même chose, avec associé à une surélévation du manuel de l'épaule du côté du colis. Donc, on a les gestes sur. Là, c'est le syndrome de Meige. Donc, là, une dystonie oromandibulaire associée. Et voilà, donc, on a vu. Ici, donc, c'est toujours le torticolis. Donc, on a des gestes sur.
La crampe de l'écrivain. Bon, voilà, donc ça se manifeste donc, lors de l'écriture. Donc, à un moment donné, donc, on aura une crispation de la main, c'est les muscles des doigts donc, se contractent sur le stylo. Et lorsque le sujet, c'est-à-dire l'écrivain, le patient, essaie d'écrire, de poser la pointe sur la feuille, ben, on aura un mouvement de flexion, de pronation de la main qui empêche donc l'écriture. C'est la crampe de l'écrivain. Alors, le blépharospasme, donc le syndrome de Neige, donc c'est ça. Donc, c'est des contractions donc, de l'orbiculaire à l'état normal 10 à 15 heures. Donc, mon Dieu, voilà, on laisse beaucoup plus. Des fois, le malade ne peut pas ouvrir les yeux, donc c'est handicapant. Donc, il essaie de l'ouvrir pratiquement carrément avec les doigts. Le syndrome de Meige, donc ça associe donc un blépharospasme et une dystonie mandibulaire. L'hémispasme facial, comme je vous l'ai dit, donc ça apparaît généralement dans l'issue d'une paralysie faciale, que le patient ne récupère pas d'ailleurs. Donc c'est la contraction de traitement dans une hémispasme. Donc c'est ça, l'hémispasme facial. Donc après la dystonie, donc on passe au mouvement choréobalique. Donc il faut savoir que la distinction entre choré et hémibalisme est beaucoup plus française. Les anglo-saxons préfèrent utiliser donc, la dénomination de mouvement choréobalique. Effectivement, donc, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Donc, bon, la nuance se faisant plus sur l'étendue, bien même c'est plus simple. Bon. On va commencer par la choré. C'est quoi? Donc, la choré, le mouvement choréique, c'est une agitation motrice, involontaire, incessante et anarchique, qualifiée de folie musculaire. Donc, ce sont généralement des mouvements brusques, explosifs, aléatoires, anarchiques, arythmiques, sans finalité. Ça survient sur un fond d'hypotonie, au repos et à l'action. Il faut savoir que ce sont des mouvements qui sont incontrôlables. Le principal diagnostic différencié, c'est les tics. Les tics qu'on peut contrôler, on va le voir par la suite. Ils peuvent être très gênants, très handicapants, du fait qu'elles peuvent entraver donc, les activités manuelles, visuelles, telles que la marche, l'habillement. Ils sont exagérés par le mouvement volontaire et les émotions, améliorés par le repos et l'isolement et disparaissent pendant le sommeil. Alors, donc la chorée prédomine généralement donc, en axial sur la racine des membres. On peut avoir ce qu'on appelle la danse de Saignée ou bien l'attitude de cloison, on va en parler tout à l'heure. Le visage, c'est surtout des grimaces et des mimiques, sans rapport avec l'état émotionnel. Et au monde, donc c'est généralement des flexions, extensions, marche désordonnée, entrecoupée de sauts, de brusques enjambées, ce qu'on appelle la danse de Saint-Denis. Au cou et au tronc, on aura beaucoup plus des contorsions. C'est quoi l'attitude d'oiseau? Donc, par exemple, on demande au malade de se tenir debout et sans bouger. Donc, il ne pourra pas faire ça. Il est conscient qu'il ne va pas bouger, mais le malade va commencer à bouger, faire donc regarder dans tous les sens, bouger la tête, le tronc, ce qu'on appelle une attitude d'oiseau. Donc, la chorée, ça, on va le voir tout à l'heure, ça peut ressembler donc à l'animalisme. Voilà. Donc là, c'est des mouvements qui concernent surtout donc, la racine du bras. Voilà. Des fois, le patient essaie de bloquer la main à terme, donc avec les mains contre la garde. Donc c'est la chorée. Des fois, on a une marche choréique. Bon, c'est pas très évident sur cette vidéo. Bon, donc, mais la marche est vraiment entravée, gênée par le mouvement choréique. Le mouvement balique. Quand le mouvement choréique est proximal de grande amplitude, on parle de valise. Donc, il est le plus souvent lié à une lésion vasculaire du noyau sous-thalamique, dans une hémorragie du corps de l'os, et réalise le plus souvent une atteinte, c'est-à-dire d'un hémicorps. C'est pour ça qu'on appelle l'hémibalie. Donc, mouvement balique, hémibalie, c'est la chorée à l'extrême. Grande amplitude, mouvement explosif. Donc, ça ressemble à ça. Réalise donc un mouvement d'apparition brutale, parfois d'une grande violence. Si on essaie de voir donc, le coude de la patiente, il y a des lésions ici.
donc qui est rouge. Voilà. Donc, traumatisme du lit. Ça prédomine dans la cible des membres, ça réalise sur un mouvement, donc tendance, c'est-à-dire le mouvement, le membre supérieur est projeté en avant avec tendance à la torsion avant roulement en dedans. Donc, c'est ménivaline, mais ça va généralement dans le milieu du corps. Donc, en matière de choré ou bien de mouvement choréobalique, deux pathologies sont à connaître. Donc, on a la maladie de Huntington et le rhumatisme articulaire aigu. La maladie de Huntington, c'est une pathologie héréditaire rare, de transmission autosomique dominante et de pénétrance complète. En rapport avec une mutation du gène codant pour une protéine qu'on appelle la Huntingtin, donc sur le chromosome. Sur le plan clinique, donc, il s'agit généralement de mouvements anormaux, type du sous-genre de choré, associativement de dystonie, de troubles psychiatriques, de troubles cognitifs. On retrouve tout le temps des antécédents familiaux. Le traitement est uniquement symptomatique, mais les recherches sont en cours. L'évolution, elle se fait de façon inéluctable vers les décès, en passant par une perte d'autonomie, dramatisation, démence, trouble de l'élocution, de la communication. Cette vidéo montre un village de patients atteints de la maladie de Huntington, c'est au Venezuela. Donc, c'est vraiment pratiquement tout un village atteint de cette maladie. Il faut remarquer quand même la marche choréique, les mouvements anormaux. C'est probablement donc, leur ancêtre qui avait cette maladie. Donc, c'est sa descendance, donc ses enfants, ses arrière-petits-enfants ont transmis donc, la maladie. Donc, ça a donné pratiquement un village malade atteint de la maladie seule. Numéro 13, donc c'est un petit clin d'œil donc, à la série Dr House. Donc, c'est le docteur Amy Hathaway, alias numéro 13. Donc, dans cette série, donc, elle avait des antécédents familiaux de maladie de Huntington. Là, actuellement, tel que vous la voyez, donc elle est tout à fait normale, mais elle va inéluctablement donc, avoir les symptômes de pathologie, donc de transmission autosomique dominante et de prénotation. Elle peut passer y échapper. Donc, après la maladie de Huntington, donc c'est le rhumatisme articulaire aigu, qu'on appelle également maladie de Buet, donc une maladie inflammatoire non suppurative, compliquant généralement une infection à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Et ça survient à distance d'une infection vraiment pharyngée 2-3 semaines après. Donc, son diagnostic passe par ce qu'on appelle les critères de Jones. Et pourquoi je vous en parle ici, c'est-à-dire dans l'étude de mouvements normaux, parce que tout simplement, donc, le diagnostic de cette pathologie, donc, généralement, c'est l'association de la preuve de l'infection, donc soit par prélèvement ou bien l'élévation des ossements, associé à deux critères majeurs, ou bien un critère majeur et deux critères mineurs. Et parmi donc les critères majeurs, on a ce qu'on appelle la chorée décidérale. Donc, la chorée peut se voir dans le rhumatisme articulaire aigu, donc c'est beaucoup moins fréquent actuellement, mais il faut quand même y penser. Les autres causes de chorée, bon, il peut s'agir de causes vasculaires, médicamenteuses, endocriniennes, métaboliques, causes inflammatoires par un néoplasie, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs causes. On passe maintenant aux myoclonies. Alors, les myoclonies, donc, ce sont des secousses musculaires brusques, brèves, d'un segment, d'un muscle entier, ou bien des groupes musculaires qui entraînent généralement un déplacement du membre. Donc, elles peuvent être d'origine corticale, sous-corticale, réticulaire, antimusculaire. C'est pas seulement l'atteinte des noyaux péricentraux, donc ils peuvent être d'origine corticale. Les mouvements anormaux, donc lorsqu'on parle de syndrome extrapyramidal qui entraîne les mouvements anormaux, le plus souvent c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'atteinte d'autres structures et avoir des mouvements anormaux en rapport avec l'atteinte d'autres structures ou bien syndrome extrapyramidal associé à d'autres syndromes. Donc, ces myoclonies sont parfois généralisées, donc, par exemple dans l'épilepsie, c'est l'exemple emblématique, parfois répétitive et ethnique, simulant un tremblement, mis à part le fait qu'il soit irrégulier. On a un aspect particulier, ce qu'on appelle les myoclonies négatives, sont de brusque résolution du tonus musculaire, donc ce qu'on appelle l'astérixis ou bien le flapping tremor, on va le voir tout à l'heure.
La classification, bon, on peut le classer de plusieurs façons. Donc, ça peut être les myoclonies parcellaires, segmentaires, massives, intermittentes ou bien permanentes, spontanées ou bien provoquées, par exemple, par la stimulation lumineuse et mouvements volontaires, plus rarement donc une stimulation sonore ou tactile. Donc, plusieurs causes de myoclonie, donc ça peut être encéphalopathie métabolique, notamment encéphalopathie hépatique, qui donne le flapping et non aussi, toxique, infectieuse, neurodégénérative, comme la Creutzfeldt-Jakob, les épilepsies myocloniques, et ça peut être bien sûr d'origine iatrogène, et vous remarquerez que la LDPA, elle peut donner également des myoclonies. Alors, donc les myoclonies, ben, ça ressemble à ça, donc c'est des secousses musculaires par entraînant des plasmes segmentaires. Donc, on a tous vu au moins une fois donc, une épilepsie myoclonique, donc généralisée. Là, c'est une patiente qui présente des myoclonies associées à une dystonie, mouvement d'hypertension. Donc, c'est des myoclonies avec dystonie. L'astérexis ou bien le flapping trémor. C'est quoi? Donc, sur cette vidéo de gauche, c'est un flapping trémor reconnaissable. Voilà. Donc, il s'agit de quoi? C'est des brèves relaxations des extenseurs du poignet lors du maintien de la position de main tendue, la manière du salon. Donc, il est observé généralement au cours des encéphalopathies hépatiques. Voilà, donc à droite sur la vidéo de droite, donc il est plus important. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc, c'est des brèves, ce qu'on appelle les myoclonies négatives. Après les myoclonies, on passe maintenant en dyskinésie. Bon, sont difficiles à définir. Voilà. Donc, c'est des mouvements anormaux pouvant mêler différentes composantes des différents autres mouvements anormaux qu'on a déjà vus. Donc, le plus souvent, donc, c'est des mouvements choréiques et ou dystoniques, mais on peut avoir également des clonies. On préfère réserver le terme de dyskinésie, donc dyskinésie aux mouvements anormaux d'origine médicamenteuse iatrogène. Et là, c'est beaucoup plus la L-DOPA et les neuroleptiques qui sont incriminés. La L-DOPA qui peut entraîner des dyskinésies de pic de dose, ou bien des dyskinésies biphasiques de début ou bien de fin de dose. Et neuroleptiques, donc des dyskinésies, il s'agit de dyskinésie précoce avec dystonie cervicale, physiologie, trismus, etc. Il y a des dyskinésies tardives lors des cures de traitements prolongés. Dyskinésie bucco-facio-masticatoire, voilà, donc des troubles, ça peut entraîner des troubles de la déglutition. On peut avoir également de l'acathisie, donc effectivement incessant, impossibilité de rester immobile, notamment lors de la nuit. Dyskinésie, donc la plus fréquente, c'est la dyskinésie bucco-linguofaciale. Donc au niveau de la langue, c'est des mouvements de protraction de la langue, ce sont des mouvements incessants. On peut avoir également des mouvements latéraux, des mouvements d'irritation, de tension. Les lèvres, donc c'est des mouvements surtout d'éversion, de succion, de pincement. La bouche, elle est généralement entrouverte avec des mouvements de mâchonnement. On peut également donc avoir des dyskinésies au niveau de la tête, donc mouvements de hochement rythmé, trompe bassin, surtout des oscillations avec projection en avant. Les membres, c'est des mouvements choréiformes ou bien apoptosie. Donc, il faut savoir que l'ensemble peut conduire à l'acathisie, donc impossibilité de rester immobile, en particulier lorsque ça touche les membres inférieurs. Alors, dyskinésie des membres inférieurs, donc on a dit que la dyskinésie, elle peut revêtir plusieurs formes, donc ça peut avoir plusieurs caractéristiques, notamment des autres mouvements normaux. Donc sur cette vidéo, bon, on dirait que c'est une courbe, c'est une dyskinésie des membres inférieurs. Et là, normalement à l'interrogatoire, donc on retrouve la notion de crise de médicamenteuse, notamment de neuroleptiques. C'est très impressionnant. Et sinon, la plus fréquente, donc c'est la dyskinésie bucco-linguo-faciale. Donc j'ai gardé le son sur cette vidéo pour vous montrer combien c'est gênant. C'est vraiment gênant. Donc c'est des mouvements de contribution de la langue. Gêne. La fréquence de la langue. Oui, c'est-à-dire que c'est c'est une passion. Depuis quand c'est ça? Depuis 4-5 ans. C'est toujours pire. Depuis 4-5 ans. Depuis 5 ans, c'est toujours pire. Oui, ça vous gêne la faute dormir. Oui, bon, ça gêne aussi la parole et même l'alimentation.
Voilà. Donc, après les dyskinésies, donc on passe au dernier chapitre. Ce sont les tics troubles involontaires convulsifs. Bon, il faut savoir que les tics, la physiopathologie, donc, elle est complexe. Elle est complexe, elle peut intervenir dans plusieurs systèmes, plusieurs structures neurologiques. Elle réalise un mouvement involontaire bref, soudain, intermittent, stéréotypé, avec répétitif, avec parfois un sentiment très monitoire, c'est-à-dire qu'on a de ressent, ça va venir. Voilà, l'appétit va venir surtout lorsqu'il y a des gens autour qui est stressé. Une des principales caractéristiques du tic, c'est qu'il est contrôlable. Du moins, il peut être suspendu pendant quelques secondes à la volonté, bien lorsque l'attention du malade est tournée par des tâches absorbantes. Voilà. Donc, son apparition irrégulière dépend surtout de l'état psycho-émotionnel. Donc un état psychologique particulier, il disparaît au cours du sommeil. Il n'y a pas de trouble du tonus ni de trouble de la motricité. Et les tics moteurs s'opposent aux tics vocaux. Effectivement, donc on a le tic moteur, c'est des mouvements involontaires. Voilà, alors les tics vocaux, des fois c'est des petits cris, des petites phrases, voilà, que les patients sans vraiment s'en rendre compte. Et ça se voit généralement chez les patients neurotiques, rarement, ça peut être des séquelles d'encéphale. Le tic, habituellement selon le même type chez un même sujet, ça donne l'aspect de caricature de geste normal, c'est-à-dire que le mouvement qui le constitue imite le mouvement volontaire, le mouvement normal, il peut être d'ailleurs reproduit volontairement. Il s'agit le plus souvent de clin d'yeux, grimace, haussement d'épaule, mouvement du cou, de la tête, mais bon, ça peut prendre plusieurs fois. On va voir un aspect particulier maintenant de la maladie des tics, ce qu'on appelle la maladie de Gilles de la Tourette. Le tic, donc, il peut être moteur, il peut être vocal, il peut être aussi simple, c'est-à-dire qu'il touche quelques muscles, ou bien complexe, toucher plusieurs muscles. Donc, la maladie de Gilles de la Tourette, c'est la combinaison entre les tics moteurs, mais également vocaux, simples et complexes. Il faut savoir que les tics vocaux, ça peut être des fois des obscénités, donc c'est des... Voilà, donc le malade, il ne peut pas contrôler sa parole et ses mouvements. Ça s'accompagne généralement d'un retentissement socio-professionnel important, vous imaginez pourquoi. Il est souvent associé à des comorbidités, notamment de nature psychopsychiatrique, telles que le TOC, la dépression, l'anxiété, etc. Le diagnostic de la maladie clinique, de même que le diagnostic d'éthique en général. Le traitement est symptomatique et multidisciplinaire, donc importance aussi de la prise en charge psychologique. On peut, sur le plan thérapeutique, on peut être dans l'abstention lorsque la gêne est absente ou nulle, mais pour les jeunes modérés sévères, ce sont les antipsychotiques généralement. Alors, bon, l'éthique, on a tous vu des personnes avec l'éthique, on prendre plusieurs aspects, on fait plusieurs formes, donc ça c'est un exemple. Rotation, Dieu. Le syndrome de Gilles de la Tourette, bien syndrome de la Tourette, donc faut s'imaginer que c'est toujours des obscénités, donc ça peut être donc, des tics moteurs, des tics verbaux, sans que ce soit des obscénités, puisque dans l'imaginaire des gens, donc l'image de la Tourette, c'est des insultes, c'est des obscénités, que ce sera toujours le cas. Donc, ce qui a fait que j'ai toujours pu tenir ma scolarité et que finalement j'ai pu ne pas être marginalisé, on dirait, c'est mis de côté. C'est que j'avais un entourage, j'ai toujours eu un réseau ami. On va le revoir. Ce qui a fait que j'ai toujours pu tenir ma scolarité et que finalement j'ai pu ne pas être marginalisé, on dirait, c'est mis de côté. C'est que j'avais un entourage, j'ai toujours eu un réseau. Bien sûr, ça peut être plus grave que ça. Et des fois, c'est plus léger que ça. Donc, je termine pratiquement à la fin. Donc, il y a certaines célébrités qui avaient le syndrome de la Tourette. Bon, c'est des célébrités, donc que je ne soupçonnais pas personnellement. Donc, par exemple, on a Mozart, donc il avait ce syndrome. Dickens.
Satie, Kafka, Malraux, Vincent Lindon, et même David Beckham. Voilà. J'arrive donc à la fin, à la conclusion. Donc, pour conclure, donc, juste insister sur le fait que les troubles de la fonction motrice, donc, ils peuvent être volontaires, donc la motricité est volontaire et involontaire. L'atteinte de la motricité volontaire, c'est les paralysies. L'atteinte de la motricité involontaire, c'est les mouvements anormaux. Les mouvements anormaux sont dominés, largement dominés par le syndrome parkinsonien et dans le chef de file, la maladie de Parkinson. Les médicaments sont une cause non négligeable. D'ailleurs, il faut toujours rechercher la prise médicamenteuse devant n'importe quel mouvement normal. Le diagnostic est clinique. Il est important de faire un diagnostic précoce pour une prise en charge précoce. Et je vous remercie.